Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais en tout genre. Et à nouveau, on est tous les deux. Pour l'instant, on va espérer que notre troisième compère puisse venir. C'est quand même pas n'importe qui, puisque c'est quand même celui qui a fondé l'émission. C'est très cool. On lui fait des gros bisous, Romain, qui est en train de galérer dans les transports, évidemment. On avait prévu de faire cette émission à 3 et surtout, on a prévu un petit programme. Alors, pas d'invité pour cette semaine encore, mais une thématique directrice, puisqu'il se trouve que ce week-end se déroule le tournoi, enfin l'événement, puisque c'est plusieurs tournois en fait, Mix Up, et c'est organisé par lados.net. C'est du versus fighting, et du versus fighting à la japonaise, messieurs dames. C'est-à-dire qu'il y a du Tekken, il y a du Guilty Gear et il y a du Street Fighter, donc 3 séries qui ont été inventées au Japon. Ça va, on s'appelle Muteki, c'est raccord. Ça passe même très bien, et comme on est assez fans de jeux vidéo nous-mêmes, on va en parler, et il y a aussi tout un univers qui s'est lié à ces jeux, parce que c'est pas simplement des jeux, c'est vraiment devenu à peu près tout et n'importe quoi, parce qu'il y a notamment des CD musicaux, ça c'est plutôt classique. Oui, ils ont resté des jeux. Ouais, sauf que du Japon, l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, j'avais ramené des dramas CD pour ceux qui sont, parce que voilà, on va vous parler justement de jeux de baston, mais des jeux de baston qui ont généralement des scénars, parce qu'il faut immerger le gamer dans un enjeu qui le dépasse, et pour qu'il ait un peu de force supplémentaire pour gagner face à ses adversaires. Donc vous avez des histoires comme par exemple Tekken, avec une histoire de succession de famille qui se passe, on va dire, plutôt mal, sur fond de forces obscures qui se mêlent un petit peu de la bataille, etc. Dans Street Fighter, chacun a plutôt son petit enjeu à lui, donc c'est plus une collection de petits enjeux. Dans King of Fighters, il y a aussi un fil rouge avec une histoire de succession de famille, un petit peu qui prend, je sais pas qui est inspiré de l'autre, si c'est Tekken qui est inspiré de KOF ou KOF inspiré de Tekken, mais c'est aussi des histoires de famille en filigrane. C'est ça globalement, frère, sœur. Voilà. Cousin, cousine. Des cousins, père, cousines. mère, tout est bon pour se taper dessus. C'est ça. On vous refera comme ça vite fait un petit historique du versus fighting, parce que c'est quand même des choses qui remontent à loin et qui sont, qui prennent leurs inspirations à la fois dans les backgrounds des gamers occidentaux et japonais, et vous allez voir que les deux se sont inspirés les uns des autres. Ouais. Bon, Léo, à part ça, est-ce que tu as un petit coup de gueule à nous préparer pour cette émission, du coup ? Il n'y aura pas que des coups de gueule, c'est vrai que mon billet d'humeur que j'ai instauré depuis la rentrée, en ce moment c'est des coups de gueule, donc ça va être un nouveau... Alors pas coup de gueule, pas gros, mais un petit... par rapport au post que tu as fait sur la page Facebook de Muteki. Oui, par rapport à un personnage dont je tairai le nom pour les moments. Qui vient de se marier, ou qui va se marier, je crois. Ah bon ? Dans la vie de tous les jours, parce que c'est un personnage, mais pas que, c'est aussi un type pour de vrai. Vous verrez qu'il a plusieurs identités. En fait, il a plusieurs identités, et c'est un producteur de talent, mine de rien. C'est un entertainer producteur, effectivement. Et on vous donne des indices, vous saurez tout à l'heure. Attends, dernier indice, moustache. Moustache. Exactement, moustache. Juste à l'instant, pour ouvrir cette émission, c'était un ending. Tiens, pour commencer l'émission, une fois n'est pas coutume, l'ending de Gurren Lagann. On parlait de jeux de baston, il y a Mai notamment dans la série King of Fighters, et Fatal Fury pour ceux qui ont connu la précédente itération de ces histoires de famille, l'histoire de la famille Bogart. Et donc, je me suis dit, on va être raccord avec une série Agronibar. Gurren Lagann. High Voltage par le groupe Underground pour ouvrir cette émission. Et on vous parlait, juste avant d'ouvrir cette émission, justement, on continuait sur le rock un petit peu noisy, un petit peu punchy, avec Melt Banana. On vous en a parlé la semaine dernière, je vous avais promis de passer un petit peu de Melt Banana dans l'émission, puisque le groupe de rock noisy japonais est en tournée en ce moment. Il y a 8 dates qui sont prévues, et ça commence dès la semaine prochaine avec un passage le 20 à Bruxelles au magasin 4. Ensuite ils passent la frontière, ils sont à Lille le 21, puis Poitiers, Clermont, Toulouse, Pau, Paris et Lyon. Ils terminent par Lyon, ce sera le 5 octobre au Ground Zero. Le lendemain de Paris, ce sera dès le 4, donc les mecs ils vont juste
se mettre dans le tourvan et directement enchaîner d'une ville à l'autre. Et ce sera aussi le cas d'ailleurs pour l'ouverture de cette tournée Bruxelles et Lille. C'est le 20, 21 et le 22 à Poitiers. T'imagines, c'est 3 jours, même 4 jours de suite, ou 5 jours de suite, puisque le 20 Bruxelles, 21 Lille, 22 Poitiers, 23 Clermont-Ferrand, 24 Toulouse et 25 à Pau. Et ensuite, petite pause pour le 4 octobre et le 5 octobre pour Paris et Lyon. C'est incroyable de voir des gars avec une telle endurance. C'est ça, voilà. Tel rythme. Qui sont Mel Banana, c'est un duo qui sévit déjà depuis plus de 20 ans, qui, j'allais dire, voilà, fait du rock noisy, ça veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire que le duo qui était à la base un quatuor et puis s'est séparé d'abord de son batteur, ensuite ils se sont séparés de leur bassiste, ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on est mieux à deux. Non, mais voilà. Voilà. Adore les chansons déstructurées, on va dire, avec des fois des cris, des fois des riffs de guitare assez entêtants. Enfin bref, les mecs aiment beaucoup repousser les limites de ce qu'on peut faire dans le rock, et sur scène, ça donne des sets assez bestiaux, assez frappadingues. Et ce que je vous propose d'écouter, c'est le truc un peu plus, que je trouve le plus civilisé, si j'ose dire, ce qui est plus passable à l'antenne pour ceux qui connaîtraient pas Mel Banana, parce que ceux qui connaîtraient Mel Banana diront c'est pas assez couillu. Donc tu dirais que c'est une bonne introduction au groupe. Une introduction au groupe, puisqu'ils ont participé aussi à plusieurs projets. Ils sont pas restés dans leur coin, dans l'underground arty pour dire on n'est pas comme les autres. Ils ont aussi participé à des BO d'animés, et c'est le cas en 2015, il y a à peine 2 petites années. C'était Ninja Slayer from Animation. L'album que vous pouvez trouver s'appelle Ninja Slayer from Compilation, puisque c'est la compile de toute l'OST de la série. Et ils ont fait appel pour cette série donc de ninja dystopique, futuriste, qui se passe dans un Neo Saitama tout à fait sombre et malheureusement, j'allais dire futuristiquement sombre. Voilà, un petit peu la Blade Runner. Post-apo. Voilà, post-apo, mais pas tout à fait post-apo. On est dans la peau là pour le coup. C'est vraiment. On est dedans en fait. On est dedans. Dans la peau. C'est un peu c'est pour ça que je ferai référence à Blade Runner notamment. Il y a du Boris, il y a du Shinichi. Shinichi Ozawa, c'est celui qui est à la manette pour le reste de la BO. Il y a 80 Kids, les productrices, j'allais dire les Daft Punk japonaises en fait, parce qu'elles sont fans absolument de la French Touch. Il y a Taffy, il y a Otto. Bref, il y a pas mal d'acteurs de la scène indie, noisy et électro japonaise. Et donc, ça donne cette compilation dans laquelle on peut trouver Halo of Sorrow, et c'est le titre que je vous propose d'écouter en ouverture de ce Mouteki. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Et ensuite, pour nous retrouver sur le web, c'est Mouteki-radio.fr. Mouteki-radio.fr, exactement. Melt Banana, Halo of Sorrow.
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu, Montiki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Summertime is gone, I miss you so much. My board lies in my garage, waiting for the snowy season, and again I will start. Friends are alright, there's nothing so sad, and the food is good today. It looks like things are going right, but I feel I'm all alone. Tell me, how can I be such a stupid shit? No way, I can't even find my way home. You said today is not the same as yesterday. One thing I miss at the center of my heart. Such a fine day and all the nice girls I don't need anymore. Coffee's ready, I light my cigarette, guess what it's all about. I wonder where I put the letter you wrote me, that's all I'm concerned about. We can party around that clock, but I feel I'm all alone. Tell me, how can I be such a stupid shit? No way, I can't even find my way home. You said today is not the same as yesterday. One thing I miss at the center of my heart. Summertime's gone, I miss you so much. My board lies in my garage, waiting for that snowy season, and again I will slide. I wonder where I put the letter you brought me, that's all I'm concerned about. We can party around the clock, but I feel I'm all alone. Tell me, how can I be such a stupid shit? No way, I can't even find my way home. You said today is not the same as yesterday. One thing I miss at the center of my heart. Voilà, jusqu'au dernier petit. Voilà, jusqu'au dernier petit. Tu pensais que c'est fini, mais non, pas du tout. Non, voilà. Du vrai punk à la californienne, c'était Exactement. Ellegarden, dont le leader est passé cette année avec son nouveau projet à Japan Expo. Ellegarden, ça nous ramène à il y a à peu près 10-15 ans quand même, mine de rien. Tiré de l'excellent best-of du groupe The Autumn Song. Et juste pour entamer cette émission, c'était donc Halo of Sorrow, signé Mel Banana, on le rappelle, en concert à partir du 20 et pour nous le 5 octobre du côté du Ground Zero à Lyon. Léo, est-ce qu'on passe directement à ton petit moustachu? S'il faut attendre notre cher ami Romain, on peut attendre. Comme ça, j'enchaînerai sur nos petites musiques de jeux de baston, parce que oui, il y a des musiques de jeux de baston. Vous allez être servis. Mais en attendant, I have a micro, I have a Léo. Et ça nous donne. Ça donne. Je vais parler de Pico Taro. Alors, je voudrais te convoquer toi. Pico Taro. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de mettre du Pico Taro en fond sonore, comme ça au moins tu auras la petite musique de circonstance. Pour ceux qui ne savent pas qui est Pico Taro, vous le saurez tout de suite quand je vais vous parler de ce sacré personnage. En fait, Pico Taro s'appelle également, il y a un pseudonyme qui s'appelle Digi Daimao Kosaka. De son vrai nom, Kazuhiko Kosaka, oui, parce qu'il y a plusieurs identités. Daimao Kosaka ou Kazuhiko Kosaka. Exactement. Tu es né le 17 juillet 1973 à Aomori, au Japon, et désolé, je te tutoie. C'est un gars du Schnorr. C'est un gars du Schnorr du Japon. Désolé, je te tutoie, mais permets-moi de le faire. Tu es le pur produit de la pop culture japonaise. Je dirais même que ton profil
je dirais que tu fais partie de son profil le plus absurde de cette pop culture. En 2016, souvenez-vous, le 25 août, tu as fait déferler sur YouTube et Facebook une vague, je dirais même un tsunami, de vues, grâce à ton clip musical qu'on entend en fond sonore. PPAP. Ou pen, pineapple, apple pen. Oui, monsieur, c'est ça. En français, ça donnerait stylo, ananas, pomme, stylo. Ce qu'il fait moins, il faut le remarquer. En japonais, ça se dirait pen, pineapple, ringo pen. Ça le fait également un tout petit peu moins bien. Alors, je ne vais pas te critiquer. J'ai adoré au moment où j'ai découvert ton clip. Ah, quand même. Oui, j'ai adoré. Oui, parce qu'on dénonce, mais Ouais. on s'est marré sur ce clip. Alors, la première fois, j'ai rigolé comme pas possible parce que j'ai fait, c'est exactement comme Psy, par exemple, à l'époque, où c'était complètement déjanté, etc. Et voilà, j'ai adoré parce que effectivement, c'était absurde. C'était le Japon, en fait. Donc, moi, j'adore la culture japonaise. Et donc, c'était Japon. Ce côté ridiculo, flashy, sexuelo, fruitier. En fait, c'était vraiment super bien. Mais bon, il est temps que ça s'arrête. Ça fait plus d'1 an, mon ami. Ça fait très longtemps. Et quand tu commences à chanter PPAP avec l'aide de notre cher ami Yoshiki sur un air t'a marqué, ça. sur un air de Forever Love, mais en changeant les paroles avec PPAP, eh bien, dis-moi, je ne sais pas s'il faut le faire parce que j'adore cette chanson Forever Love. C'est quand même une chanson qui m'a ému à l'époque et j'étais donc scié quand nous avons partagé ça sur la page Facebook de Mouteki. Donc, je ne sais pas si c'est toi que j'en veux le plus ou à Yoshiki d'avoir fait ça, puisque moi, Yoshiki était derrière en train de faire Moi, l'instrumentation. plus à Yoshiki, parce que du coup, il a pas eu le flingue sur la tempe quand même pour la reprendre cette chanson. Exactement. Je pense que Pico Taro est tout simplement victime de son succès. Il est invité dans plein d'émissions japonaises. Il fait des associations avec plein de stars. D'ailleurs, pas que les stars japonaises. Hein. Il s'est associé avec Snoop Dogg, je crois, avec plein d'artistes américains et anglais et tout. Mais voilà, Yoshiki, non. Je ne sais pas. C'est la reprise de trop. Parce qu'en fait, je me demande qui profite de qui au final, si on compare le nombre de fans sur les réseaux sociaux. Donc voilà, depuis ce moment, je pense que je remercierai jamais assez Mouteki, la radio, de nettoyer mes oreilles avec des bonnes musiques. Alors, si je dois conclure, go Mouteki et Pico Taro, ça suffit un peu. Ça suffit un peu. Ah, mais c'est surtout que le filon a été. Mais alors, voilà, il faut rétablir aussi une chose, un petit complément à tout ça, c'est que en plus de ça, cette chanson, donc Pen Pineapple Apple Pen, qui est à la base un happening à la con, alors déjà a été repéré, en fait, ça s'est fait repérer par les Américains parce que Justin Bieber s'est marré en fait en disant, hey, regardez cette vidéo, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Donc recommandé par un type qui fait aussi lui-même beaucoup de vues. Qui a des millions d'abonnés. Voilà, et donc les abonnés l'ont vu aussi, ils se sont dit what the fuck, et du coup en fait le what the fuck s'est propagé à la terre entière. Et deuxième chose que je voudrais rétablir, c'est qu'en plus de ça, les Japonais se sont eux-mêmes réappropriés ce happening après coup. Enfin, je veux dire, il y a une artiste, pour vous donner une idée, une artiste traditionnelle qui est passée d'ailleurs à Japan Expo et qu'on connaît bien depuis plusieurs années, qui est Mario Fuka. Et qui a repris avec son groupe de musique traditionnelle qu'elle a, collectif de musique traditionnelle qu'elle a au Japon, PPAP, en zik traditionnel, quoi. Voilà. C'est comme si vous voyez un groupe des années du 16e siècle qui reprenait ça, quoi. C'est ça. Ouais, mais alors après, il a fait une carrière comme de DJ, de producteur qui voilà, il a soutenu l'industrie aussi, hein, de la pop japonaise. Mais voilà, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Pico Taro. Et alors, du coup, Justin Bieber et lui, on pour boucler la boucle, on fait une pub ensemble. Tant qu'à faire, hein, pour histoire de rendre hommage jusqu'au bout. Dire, voilà, de rendre hommage, et c'est exactement ça. Et j'essaie de vous trouver cette reprise. Voilà, j'avais posté sur le mur de Mouteki, mais c'était il y a déjà 2 semaines. Voilà. Ah oui, j'ai mal à mon Forever Love là. T'as mal à ton Forever Love et tu as bien raison. J'avoue que c'est assez déroutant. Oui. Mais encore une fois, je te blase. C'est en ça que je suis, assez partagé sur ton constat, c'est que Yoshiki n'a pas eu le flingue sur la tempe pour reprendre ça. À mon avis, il s'est lui-même amusé avec une de ses chansons et puis il se dit de toute façon, voilà. Voilà. Je poste sur mon Twitter ce truc. De toute façon, voilà 3 petits points. J'aime bien voilà 3 petits points. Voilà 3 petits points. Allez. Donc c'était j'allais dire, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt billet d'humeur. C'est un billet d'humeur. Billet d'humeur, c'est exactement. C'était mon petit clin d'œil.
là-dessus. Et tu es de bonne humeur, si je comprends bien, Oui, aujourd'hui. Là, j'étais vraiment. C'est un regard, tu vois, à la fois attristé, mais en même temps compréhensif. Tu vois, Oui, c'est oui, c'est ça. Bon, on va pas s'éterniser non plus. J'essaierai de On va pas peser dans la balance. Non, mais j'essaierai de vous retrouver justement sur le mur de Muteki, ce fameux. Cette reprise. Cette reprise en musique traditionnelle japonaise de Pineapple Apple Pen, qui, je le rappelle, est en version aussi longue, et ils l'ont joué aussi je sais plus à quelle remise de prix. Enfin bref, c'était n'importe quoi, avec une chorale. Enfin, je veux dire carrément un chœur et tout. C'était n'importe quoi. Je te dis, Bref. ils sont allés au fond du truc. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Allez, puisqu'on parle de musique traditionnelle, on va passer à notre petit enchaînement jeux vidéo de baston avec. Alors, malheureusement, il y a le papa de Tekken qui vient à Lyon. Pas malheureusement pour ça, mais malheureusement, nous, on peut pas passer de musique de Tekken parce que j'en ai pas en stock là, comme ça, ici, là, de but en blanc. Par contre, j'ai une autre série sur laquelle il a travaillé pour le compte de Namco Bandai, qui est la série Soul Calibur. Et il se trouve que, puisqu'on parle de musique traditionnelle, eh bien, il y a une des musiques de Soul Calibur 3 qui, à mon avis, fait une parfaite transition. C'est celle qui, je crois, représente le niveau de Mitsurugi, qui est la bataille sur le D3, The Blade Seeker. Et c'est tiré de l'OST officiel de Soul Calibur 3. Et on enchaîne sur d'autres petites surprises. Il n'y aura pas que du Namco Bandai. On va essayer de faire 3 chansons, donc 3 séries emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. C'est parti. Donc avec, pour commencer, du Soul Calibur.
Et juste à l'instant, non, c'était pas la musique officielle, c'était un petit remix, voilà, d'un célèbre jeu comme ça, qui comment dire, pas a révolutionné le genre, mais enfin, non du tout. Je veux dire, quand le premier Street Fighter est arrivé, on était dans une époque en fait où le versus fighting était surtout composé de jeux d'arts martiaux, avec comme référence ultime le fameux Kung Fu, qui était sorti sur plusieurs consoles, dont Jordan Mechner a fait une excellente version Famicom, trouvable évidemment sur émulateur, mais faut pas le dire, faut pas parler d'émulateur. Non. Non. Mais à part ça, c'est un jeu à tester pour ceux qui voudraient justement savoir un peu à quoi ressemblaient les versus fighting de l'époque. Il y a Urban Champion aussi, il y avait même du versus fighting dans le premier Double Dragon sur la NES et Famicom, pas sur les autres versions, mais il y avait déjà des essais comme ça de versus fighting qui sortiraient du strict cadre des jeux de karaté, les jeux de karaté qui ont culminé avec des jeux de sport. Simulation de sport, et de combat. c'était compté comme des simulations de sport. Et de l'autre côté, il y avait aussi les jeux de catch. Et donc, tu avais par exemple des chefs-d'œuvre 8 bits qui étaient International Karaté ou International Karaté Plus, exactement, puisque c'est la suite. Et puis des jeux de 4, alors, qui a donné les séries Fire Pro Wrestling ou la WWF, des choses comme ça. Et donc, on était plus sur le volet sportif. Là, à partir de Street Fighter et d'autres qui sont sortis dans le même temps, on est passé à du versus fighting. En fait, c'était presque du MMA avant l'heure, c'est-à-dire que chacun se confrontait à une technique qui lui était propre. Donc, tu avais le combattant strictement japonais, l'autre qui était plutôt chinois à la Shaolin, l'autre qui était plutôt boxeur américain. Bref, le versus fighting du Muay Thai, tous les styles de combat, voilà, les styles de combat en fait. ce qui est l'ancêtre en quelque sorte, voilà, je le disais, presque des arts martiaux libres d'une certaine façon. Et une petite anecdote pour ceux qui ne le sauraient pas, en 87 quand est sorti le premier Street Fighter, qui n'a pas forcément été, alors qui a été un succès en arcade, mais pas forcément non plus en console, c'est Street Fighter 2 qui a vraiment emporté, et puis aussi parce que les consoles 16 bits sortaient et que les possibilités graphiques et puis techniques tout simplement étaient supérieures, et que donc la prise en main était plus facile, les personnages se déplaçaient beaucoup plus vite. On se retrouvait donc avec une nouvelle génération et donc un nouveau porte-drapeau qui était Street Fighter 2, mais le premier Street Fighter avait la particularité en arcade d'avoir des boutons analogiques, c'est-à-dire que plus tu tapais fort et plus le personnage à l'écran tapait fort. Donc t'imagines les bornes d'arcade qui ont dû être défoncées. Les boutons surtout des bornes. Exactement. Bien défoncé. À l'époque. Pourquoi on parle de jeux de baston ? Parce qu'il y a l'événement The Mix-Up, c'est The Mix-Up, attention, qui se déroule donc à l'espace 140. C'était à Rieux-la-Pape, c'est au nord de Lyon, et c'est même d'ailleurs plus proche de Néron en fait. Bref, c'est à côté c'est le côté de Rieux qui fait face à la rocade Est. Et donc c'est à découvrir avec 4 tournois, je le disais, Street Fighter, 2 tournois de Street, avec du Tekken, et pour cause, puisqu'il y aura carrément Monsieur Papa de Tekken, Katsuhiro Harada, qui sera présent pour quelques dédicaces, et du Guilty Gear qui est une des séries phares, puisque du coup il y a aussi BlazBlue, de Arc System Works qui a été débauché pour produire le tout nouveau Dragon Ball FighterZ. Et donc Arc System Works, ça hype de ouf, visiblement a fait du très bon boulot, en tout cas vu le trailer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es hypé à mort, toi, visiblement. Bah ouais, je suis pas jeu de combat en fait de base, je suis plutôt RPG, etc. Donc jeu de combat, oui, j'ai joué à une époque où il y avait encore Soul Calibur sur Dreamcast, sous le Calibur 2, puis encore plus ancien les KOF. Mais alors du coup c'est KOF 95 jusqu'à 98. Voilà, tu as connu vraiment l'époque 16-32 bits sur un plan de 2D strict, au sens strict du terme. D'ailleurs, comme Sonic versus Mario, il y avait les KOF versus Street Fighter. Franchement, il y avait les deux communautés. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai moins joué aux jeux de combat. Et puis est arrivé effectivement ces trailers Dragon Ball FighterZ. Pourquoi on est hypé ? Parce que c'est Arc System déjà, donc c'est du jeu de combat à la fois, je trouve, accessible, parce que avec quelques boutons et quelques combinaisons, tu fais des trucs de ouf, avec des graphismes, des animations magnifiques.
mais c'est technique. C'est-à-dire que tu peux pas non plus faire n'importe quoi face à quelqu'un qui maîtrise le jeu. C'est technique. Et donc, tout le monde est hypé. Enfin, moi, je trouve que tout le monde est hypé, même les gens sceptiques, par rapport aux anciens jeux Dragon Ball. En fait, ça rappelle un peu le hype de Budokai, en fait, ou de Tenkaichi à l'époque. Ouais, alors, ce qui était assez différente. Alors, oui, voilà, mais du coup, voilà, vraiment, il faut regarder les trailers, ça donne envie. Justement, petite précision sur les jeux de baston, puisqu'il n'y a pas que des jeux de baston en strict plan 2D, à 1 contre 1 comme ça, un à droite, un à gauche. Non, il y avait aussi, il y a eu une révolution qui était l'apparition de Virtua Fighter et Tekken, et Toshinden aussi à l'époque, qui se retrouvait un peu en sandwich entre les deux grosses licences et qui s'est retrouvé un peu écrasé entre les deux du coup, parmi les pionniers. Et donc on est passé à la 3D. Soul Calibur est arrivé ensuite sur le même plan que Tekken du coup, et a apporté ensuite l'ajout des armes, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les premiers versus fighting. Donc on a une révolution de la 3D et on a une révolution, tu le disais, mine de rien, avec les combats en arène. Ouais. Qui sont la suite finalement des combats en 3D, où on se retrouve avec les Naruto, les Dragon Ball, qui ont essayé justement des combats en arène, parce que ces séries-là ne pouvaient pas se limiter au plan en 2D, ne pouvaient pas se limiter simplement à un ring, quoi. C'était des combats qui se déroulaient sur plusieurs plans. Les mecs qui faisaient des fois des ça va être 2 niveaux. Voilà. Tu peux monter en haut, des rayons d'énergie qui vont super loin. Enfin, effectivement. Et donc là, avec Dragon Ball, on est revenu finalement au plan 2D que la Super Nintendo avait tant de mal à essayer de reproduire, parce que il y avait des Dragon Ball sur Super NES par exemple, où pour essayer de reproduire le côté gigantesque, exactement, voilà, du combat, les rayons d'énergie, en fait les personnages, quand ils s'éloignaient, ne butaient pas contre le bord de l'écran se scindait en deux. Et chacun pouvait envoyer des rayons d'énergie. Alors quand les jeux étaient bien codés, les rayons d'énergie allaient dans le bon sens, puisque tu pouvais aller en l'air, tu pouvais aller en bas. Donc il fallait coder des rayons d'énergie qui iraient en diagonale. Alors c'est pas toujours le cas. Le premier Dragon Ball Z sur Super Nintendo, quand t'étais en l'air et ton adversaire en bas et que tu lançais un Kamehameha, t'étais comme un con, parce que le Kamehameha il allait à l'horizontale. Bref, ça a été corrigé depuis. Mais bref, c'est vrai que ça a été une série. Moi, j'ai des sentiments partagés sur ces vieilles séries Dragon Ball, puisque on retrouvait, certes, on se contentait de peu, si j'ose dire, mais on retrouvait pas non plus le côté gigantesque des arènes, et on a retrouvé avec les Budokai Tenkaichi notamment. Ouais, et puis du coup là on hype. Et alors juste pour effectivement cette licence Dragon Ball Fighter Z, effectivement, les animés sont effectivement arrivés dans les jeux de combat, puisqu'il y a eu plusieurs ensuite animés adaptés, les shonen notamment. En jeu de combat, Naruto, Bleach, même One Piece a eu son jeu de combat. Et il y a eu, je voudrais juste faire un petit à côté avec Ruby, je sais pas si vous connaissez, j'en parle de RWBY. Que j'adore, c'est une série web-série américaine, et ils se sont incrustés, mais alors je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont incrustés dans un spin-off Blaze Blue Cross Tag Battle, c'est la version Cross et Tag Battle, croisant 4 jeux de combat, et notamment Persona 4, où je suis hypé comme pas possible. Persona 4 Arena, c'était ça. Arena, ouais, voilà. P4A, et jeu Arc System Works d'ailleurs. Tout est Arc System Works, et donc ils ont rajouté Ruby comme le 4e larron de ce crossover, et c'est je suis hypé comme pas possible, mais parce qu'il y a Ruby, c'est tout. Tu fais bien de me parler des crossovers, puisqu'il y en a eu beaucoup finalement. Oui. En fait, le versus fighting, c'est des gars qui se foutent sur la tronche, mais faut pas oublier quand même que une bonne partie de ces jeux-là aussi sont faits pour des gens qui se prennent pas le chou. On a eu beaucoup Marvel versus Capcom, KOF et Street Fighter qui ont eu leur crossover les uns et les autres. Ouais, et puis Mortal Kombat qui a apporté le gore dans ce genre. C'est finalement ça, Injustice avec Mortal Kombat versus DC Comics. Ouais. Et puis, et là, on peut aller aussi très loin. Donc il y a Street Fighter Cross Tekken, Tekken Cross Street Fighter. Bon, ça c'est cool, parce que finalement c'est une série 3D, une série 2D qui se rencontrent, et donc c'est presque 2 univers qui ne se connaissent pas, parce que Street Fighter a essayé la 3D, ça a été un four. Et Tekken n'a pas vraiment d'autres utilités à être en 2D, à part sur des consoles, portables, quoi, je veux dire, en quelque sorte, en dévaluant un peu la qualité, mais en faisant en sorte que ce soit portatif. Ça, c'était l'époque, voilà, des GBA, des choses comme ça. Ouais. Le dernier, je veux dire, c'est assez fou en fait, et Katsuhiro Harada y a participé. C'est le crossover de Pokémon et Tekken qui s'appelle Pokken, qui est sorti qui est sorti il y a pas longtemps, 2 ans, ouais. Et qui se trouve être improbable, et
enfin graphiquement bien réalisé, mais improbable, absolument improbable. Complètement improbable, effectivement. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, avec on peut croiser tout ce qu'on veut. on peut croiser tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Tant que c'est bien réalisé, tout ce qu'on veut. The Mix Up, c'est donc l'événement avec 4 tournois ce week-end du côté de Rieux-la-Pape à l'espace 140. On rappelle avec Arada San en dédicace et c'est fait par lados.net. 2 tournois de street avec 2 jeux de street différents, évidemment, on peut pas déconner. Un de Tekken et un de Guilty Gear. Voilà pour le programme. J'avais oublié de vous mentionner donc les chansons qui étaient les musiques qui étaient notifiées exactement pour notre petit enchaînement jeu de baston. Alors voilà, tout d'abord Soul Calibur 3 et c'est Junichi Nakatsuru qui est à la baguette de Blade Seeker pour la chanson. Ensuite on a enchaîné sur du Fatal Fury spécial tiré de l'Image Album. Il y a des Image Albums de films d'animation, il y a des Image Albums de RPG, il y a aussi des Image Albums de jeux de baston. Et il y a même des dramas CD de jeux de baston, je pense à KOF 97 que j'ai ramené du Japon, où il y a la dernière piste en fait c'est le comment dire, JK du prochain drama CD. Voilà. C'est le trailer. C'est énorme. King Kukonku, Axel Hawk, donc la musique voilà du boxeur. Comment dire, le gros boxeur, voilà, on va dire ça comme ça. Boxeur fort avec des os forts. Ensuite, et donc un petit remix de The Night Fighter Street Fighter 2, c'est tiré de la compile Brave Wave volume Brave Wave Presents World 1-2 que j'ai ramené de Japan Expo il y a déjà 2 ans avec notamment des chansons de Akira Yamaoka avec la présence également de Tina Guo, bref avec beaucoup de compositeurs de musique de jeux vidéo américains, japonais et autres et à retrouver également sur le net évidemment, et ils ont toujours leur stand il me semble, je crois à Japan Expo. On va enchaîner très vite sur quelques news. Est-ce que tu as quelques news sportives? Je vais aller très vite du coup. Aussi mes news parce qu'il y a aussi des événements, beaucoup d'événements. Donc on va aller la semaine prochaine. Très très vite. Sumo, juste pour vous dire que en résumé, il y a 2 sumotori en tête et notamment le Maegashira qui s'appelle Onosho. Maegashira combien du coup? Très bas. Très bas, d'accord. Très bas. Donc la surprise. Oui, parce qu'il a battu le Yokozuna, le seul du tournoi, Aruma Fuji, en 5e journée, et il mène avec un autre Goeido, qui est un Goeido, qui est un Maegashira aussi, je crois. Et donc il a une étoile, parce que quand tu poutres un Yokozuna, tu as une étoile. Tu as une étoile. C'est cool ça. C'est cool. Football en Ligue des champions asiatiques, les Japonais, 2 clubs se sont affrontés ensemble. Japonais, Urawa Reds renversent les Kawasaki Frontale en quart de finale de Ligue des champions asiatiques. Oui. Ouais. Donc en fait, t'étais sûr d'avoir un club japonais en fait en demi. Quoi. En demi, ouais. C'est génial. Et du coup en demi pour la finale de l'Asie de l'Est, puisque la Ligue des champions asiatiques c'est 2 conférences, Asie de l'Est et Asie de l'Ouest. Ils vont affronter Shanghai en demi-finale, l'autre côté. Ce sera le club saoudien Al Hilal contre Persepolis Téhéran en rugby. Juste pour vous dire que là, déjà cette année, on va avoir France-Japon à Lille le 25 novembre 2017, donc ça faudra aller voir. Eh bien, cette semaine, on a appris que le rugby japonais est clairement maintenant revenu et reconnu dans l'élite du rugby, puisqu'ils vont affronter l'Angleterre en test match au mois de novembre 2018. Et dernier point. Au tennis, il y a la Coupe Davis. Alors, il y a la France, bien sûr. Mais le Japon affronte le Brésil pour rester dans la division 1. Et pour l'instant, c'est bien parti puisque la nuit dernière, ils ont gagné leurs 2 premiers simples 2-0. On va enchaîner avec d'autres news et notamment une autre tournée, puisqu'on parlait de Melt Banana dont la tournée commence dans 4 petites journées. Et puis il y a aussi un autre rappeur, alors qu'on vous passera la semaine prochaine, c'est Ko qui se produira dans 3 villes. Ce sera à Paris le 22, Lyon, Paris ce sera au Trabendo le 22, Lyon au Sucre du côté de la Confluence le 23 et le BT59 à Bordeaux le 24. 3 dates donc pour cet artiste de hip-hop KOHH pour l'épellation normale. Ensuite, j'avais connu l'épellation. La semaine prochaine également, donc pas mal de festivals et notamment Yggdrasil. Alors c'est pas tout à fait japonais puisque c'est un festival pluridisciplinaire avec fantasy, culture geek et fantasy. On a un peu de futuristes, on a surtout beaucoup de vikings, on a beaucoup de médiéval. Ouais, c'est ça, fantasy, ouais. Disto, on a beaucoup d'univers et ça se passe toujours au parc Chambeauvet, il me semble, du côté de Montchat à l'est de Lyon. Et
le même week-end, on aura aussi un autre événement dans la région. Ce sera à Firminy. Hop là, je cherche mon petit truc. Voilà. Ce sera du côté de Firminy avec le salon du manga. On a aussi la NE Convention à Colmar, le Pau Anime Game Show du côté de Pau, le Fantasticon à Toulon, le Gaming Gen à Gardanne dans le sud et surtout, on sort aussi un petit peu de France parce que, quand même, mine de rien, le Geneva Gaming Convention où certains cosplayers suisses que je connais vont aller et je les embrasse au passage. Voilà pour le programme très 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 vite, effectivement, de cette... Ça sent bien la rentrée avec des conventions parallèles de partout. Oh, c'est incroyable, effectivement, ça commence à carburer encore, ouais. ces conventions d'automne. On va bientôt se quitter. Voilà, on vous le rappelle que donc on a eu quelques petits soucis la semaine dernière pour mettre l'émission en ligne et donc on s'excuse de la part de de notre part à nous en direction de vous et en direction également des gens qui nous font l'amitié de nous rediffuser et on va pouvoir bientôt justement enchaîner sur un petit générique de fin. Est-ce que tu as un dernier petit truc à dire le temps que je cale cette dernière petite cher ami, non. Après, vous verrez la semaine prochaine mon prochain billet d'humeur comme d'habitude. Et puis non, pas grand chose. Moi, je serai Yggdrasil. Toi, tu seras Yggdrasil. Je serai Yggdrasil. Oh là là, Yggdrasil la semaine prochaine. Donc, je pourrais vous raconter ça. Et puis voilà. C'est la fin de l'émission. C'est pas grave. Oui. Tout va bien. Ouais. Il est -5. On est à l'heure. On est -5, il est à l'heure, c'est parfait. Et moi, je suis à la bourre parce que justement, je parle trop, justement. J'aurais dû caler mon truc. Exactement, faut toujours caler quand je parle. C'est le souci du direct, c'est toujours ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. Romain, par contre, il n'a pas réussi son périple. Mais c'est incroyable. De bus. Le pauvre. On va se quitter avec donc du 12 royaumes, les 12 royaumes, et ça nous ramène à quelques années. Moi, j'avais reçu le CD et je remercie ceux qui nous avaient justement ramené le CD à l'époque. C'était un don promo presse à l'époque. Les 12 royaumes, Getsmei Fuhei pour terminer cette émission. Regardez cette série qui vaut le coup d'œil, mine de rien. Série plus dans le fantastique médiéval, mais asiatique. Asiatique, ouais. Voilà. Exactement. À retrouver donc également du côté du rayon CD, puisque la BO vaut son pesant de cacahuètes. Bon, Damien. Et c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Portez-vous bien, vive le son japonais et allez à un de ces événements. Préparez-vous aux événements futurs. Bref, on est là pour vous dire où aller et où c'est bien et où ce sera cool d'aller. Écoutez Mouteki, on est reparti donc. Vous l'avez compris pour une 18e saison et c'est pas rien. Bisous, portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Ciao.